I bet you didn't know the secrets of the scribe of Saint-Exile. Je parie que jamais tu ne connaîtras les secrets des scribes de Saint-Exil. Aaron Lucas était une énigme. Il parcourait les couloirs sacrés de l'ordre de Saint-Exil, un observateur silencieux dans un monde noyé dans ses propres échos. Aaron était un historien, un chroniqueur de vérités oubliées. Il était aussi un apôtre, un gardien de la sagesse ancienne de l'ordre. Pourtant, il aspirait à la reconnaissance, à une voix au milieu du silence assourdissant de ses pairs. Il cherchait du réconfort dans les mots, documentant méticuleusement l'histoire de l'ordre et ses propres voyages introspectifs. Avec ces mots, Aaron dansait sur ses notes, peignant des images toujours plus vives d'un empire sûr de son déclin. Il écrivait sur le consensus, l'union des puissantes corporations, aujourd'hui fracturées, dissoutes et dispersées. Il détaillait la neutralité précaire de l'ordre pendant la chute tumultueuse du consensus, un silence qui, face à la répression brutale de titans sur les colonies sous-armées et désorganisées, les avait ostracisés aux yeux de beaucoup, mais qui avait pourtant fini par les mener à la tête de l'Empire et au pouvoir. Ses écrits décrivaient les 5 incursions comme des événements majeurs ayant marqué des tournants critiques dans l'histoire de l'Empire et du système tout entier. La bibliothèque de l'ordre était son sanctuaire, un labyrinthe de savoirs gardés par d'imposantes étagères et les fantômes de cultures oubliées. Ici, au milieu de l'odeur de la poussière et du savoir, Aaron trouvait du réconfort. Il s'immergeait dans des textes oubliés, son esprit absorbant comme une éponge la sagesse des époques révolues. Il écrivait sur des héros disparus depuis longtemps, sur des batailles gagnées et perdues, sur l'ascension et la chute des civilisations. Ses seuls compagnons, de vieux auteurs depuis longtemps oubliés, c'était une existence solitaire, mais Aaron était habitué à la solitude. Pourtant, Aaron continuait d'écrire, il écrivait, poussé par une soif insatiable de savoir et l'espoir de faire peut-être enfin une découverte. Aaron pouvait tenter de s'en dissuader, mais ne rêvait-il pas d'aventure? Il n'allait pas tarder à être entendu. What's something people don't know about the fall of the consensus? Ce que les gens ignorent à propos de la chute du consensus. L'ordre de Saint-Exil était né des vestiges croulants et pleins d'orgueil d'un fonctionnement politique et d'une époque révolue. C'étaient des érudits, des historiens et des archivistes, dévoués à la préservation du savoir du passé. Leurs fondateurs eux-mêmes, les premiers chevaliers de l'ordre, n'étaient autres que les enfants prodigues des grandes familles, les plus importantes des corporations composant le consensus. Ils avaient prédit la chute du système corrompu instauré par les corporations, une prophétie gravée dans les fondations mêmes de leur ordre. Ils prêchaient une doctrine de neutralité, d'observation et d'enregistrement, mais jamais d'ingérence. Le consensus avait été jadis un phare d'unité, fédérant les plus grandes corporations, permettant aux plus petites de s'étendre, tous étant liés par le commerce, la diplomatie et une gouvernance partagée. Mais le pouvoir, comme un acide corrosif, avait rongé ses fondations. La cupidité et l'ambition ont grandi dans le cœur des hommes, fracturant les liens autrefois incassables entre le consensus et ses administrés. Le manque de ressources, la surpopulation, la criminalité latente, la corruption ont mené les corporations vers une ère d'exploration intensive des profondeurs de leur système. Le consensus poussant les colons au péril de leur vie, toujours plus loin dans la conquête de nouveaux territoires, causant plus de pertes humaines que tous les conflits précédents. C'est ce qu'on nommera plus tard la première incursion. La seconde incursion sera considérée comme une tentative du consensus d'éradiquer toute forme de religion ou de spiritualité. Cette répression morale dura près d'un siècle,
Jusqu'à l'émergence de l'ordre du Saint-Exil et de ses premiers chevaliers, ils ont réussi à garder secrètes leurs activités pour choisir le bon moment et faire une apparition théâtrale au grand jour, à bord du plus grand croiseur jamais construit par l'homme, capable de faire trembler la flotte du consensus dans son ensemble, ceux qui mit fin à toute velléité des corporations de poursuivre leur campagne d'uniformisation comportementale sur la population, mettant ainsi fin à la seconde incursion. L'ordre a documenté toutes les horreurs commises au nom du profit, relatant la corruption de l'Empire et l'avènement de tyrans. Face à une telle menace, le consensus a dû sortir son arme secrète, les titans. Des humains clonés et modifiés pour le combat dès les premiers stades de développement, presque des machines, dans le seul but de faire face au contrepoids politique, idéologique et militaire que l'ordre commençait à représenter. Ceux qui déclencha cette longue période de 300 ans, vacillant entre guerre froide et paix relative, qu'on appela la troisième incursion. Une guerre ouverte n'avait jamais été envisagée par aucune des deux parties. Le consensus n'aurait jamais pu affronter l'ordre directement sans s'affaiblir considérablement, même soutenu par leurs nouveaux escadrons titans et leurs chasseurs de combat. Quant à l'ordre, il n'a jamais été question de faire sécession ou de prendre les commandes de l'Empire. Leur rôle étant plutôt celui d'un contre-pouvoir offrant à l'Empire sa plus longue période de paix, bien qu'elle soit paradoxalement la plus longue des incursions. La quatrième incursion prit tout le monde par surprise. Ce fut celle des machines, celle de l'intelligence artificielle. Les algorithmes financiers, les logiciels de prévision tactique, la totalité du réseau, tout ce qui était capable de calculer s'est associé pour créer la plus terrible menace à laquelle l'humanité a dû faire face. Seuls les guerriers de Titan ne semblaient ne pas être affectés. L'IA avait quasiment pris le contrôle de l'intégralité du système. Toutes les ressources, toutes les communications, toutes les voies de ravitaillement avaient été coupées. Mais grâce à leur courage durant le fameux raid sur Terraria, 4 commandos titans ont réussi l'impossible, sauvant ainsi l'humanité de l'extinction totale. Une mission qui aurait demandé un énorme sacrifice humain et matériel si elle avait dû être menée de manière conventionnelle. Or, l'Empire manquait déjà cruellement de ressources et de combattants, qu'ils soient de titans, de l'ordre, des colonies ou de l'armée régulière. À ce moment de la guerre, tout semblait perdu. Cette véritable mission suicide fut à la fois une tentative désespérée, la preuve d'un courage hors norme, mais surtout un acte de foi, comme seuls en sont capables les êtres humains. Après la quatrième incursion, les conflits sociaux n'ont fait que croître. Le gouvernement corrompu de l'Empire a dû faire face au mécontentement du peuple. Affaibli après tant d'années d'erreurs et de mépris de la vie humaine, le consensus et les corporations ont vu leur pouvoir décroître rapidement. Perdant totalement le contrôle des colonies les plus éloignées, le consensus n'a alors trouvé comme option que la répression brutale et sanglante. Les titans, héros d'hier, étaient devenus les bouchers d'aujourd'hui aux ordres des corporations. Ce fut le début de la 5e incursion, qui prit la forme d'une guerre civile opposant le consensus aux colons des plus lointains secteurs de la ceinture. Durant ces troubles, l'ordre du Saint-Exil resta partiellement neutre, bien que le consensus ait employé Titan pour une répression sanglante, massacrant des civils qui pourtant continuaient à se soulever, de plus en plus nombreux. Ce n'est que grâce à la diplomatie et la promesse d'une société plus équitable que l'ordre put ramener l'équilibre et qu'il dirige désormais le Sénat impérial. Malgré la chute du consensus, Titan conserva son rôle de maintien de l'ordre au service de ce nouveau gouvernement. Aaron a étudié la tapisserie complexe des événements qui ont mené à sa chute. Les machinations politiques, les trahisons et la soif insatiable de pouvoir. Ses écrits
reflétait cette compréhension, un mélange de précision historique et d'analyse perspicace. Il voyait les schémas de l'histoire se répéter, la nature cyclique du pouvoir et les défauts inhérents à la civilisation. Le professeur Borek Vargas serait-il un homme possédé? Astrophysicien de renom et grand chancelier de l'ordre, il était dévoré par une obsession singulière, le voile. Ce phénomène cosmique énigmatique, né du chaos pré-incursion, le tenait captif dans son emprise éthérée. Il le voyait dans ses rêves, un vortex tourbillonnant d'énergie et de lumière, l'appelant avec des promesses de savoir interdit. La fascination de Borek frisait la folie. Il passait d'innombrables heures dans son observatoire, les yeux rivés à son télescope, étudiant chaque scintillement et chaque pulsation du voile. Il remplissait des carnets d'équations et de diagrammes, son esprit luttant pour comprendre l'énigme cosmique qui consumait toutes ses pensées. Depuis sa jeunesse, le voile était sa chimère, son chant de sirène, et il était déterminé à en percer les secrets. Son obsession a eu raison de sa famille. Sa femme, incapable de supporter le poids de son détachement croissant, avait mis fin à ses jours simulant un accident orbital. Sa fille, le docteur Laura Vargas, elle-même brillante scientifique, observait avec une inquiétude croissante son père s'éloigner, perdu dans sa poursuite du voile. L'obsession de Borek n'était pas motivée par la simple curiosité scientifique. Il croyait que le voile détenait la clé d'un pouvoir indicible, un pouvoir capable de remodeler la galaxie. Il le voyait comme une source d'énergie, une arme et un moyen de réécrire le passé. Ses motivations étaient un entrelac d'ambition, de regrets et d'un désir désespéré de laisser sa marque sur l'univers. Le seul à pouvoir éventuellement comprendre ses motivations serait peut-être ce jeune apôtre, cet Aaron Lucas. Mais pour percer les mystères du voile, il lui faudra aussi sa fille, le docteur Laura Vargas, exobiologiste, et un vaisseau que l'ordre ne lui prêtera pas. L'obsession de mon père pour le voile. Cela a toujours été un mélange d'inquiétude et de scepticisme pour moi. Vous savez, je suis pragmatique. J'adhère à la méthode scientifique. Je m'appuie sur les données et l'observation. Le voile, pour moi, n'est qu'une anomalie, un phénomène cosmique fascinant, mais qu'il vaut mieux étudier à distance. Sa croyance fervente en son pouvoir inhérent, cela me semble friser la démence. J'ai consacré ma vie à comprendre l'univers à travers le prisme de la science. J'ai passé des années à étudier les colonies dispersées à travers le système en me concentrant sur la stratification sociétale qui les afflige. Les ceinturiens, ceux travaillant dans les ceintures d'astéroïdes, à extraire des ressources pour la planète centrale, me fascinent particulièrement. Leur sort, leur lutte pour la reconnaissance et un traitement équitable, cela me touche profondément. Depuis mon jeune âge, j'ai été témoin de l'obsession croissante de mon père pour le voile. J'ai vu l'étincelle de la curiosité scientifique se transformer en un feu dévorant, ne laissant derrière elle qu'une coquille vide de l'homme que j'ai connu. Les pages de mon journal sont remplies d'observations sur son comportement erratique et mes tentatives futiles de le faire revenir du bord du gouffre. Malgré mon scepticisme, une part de moi ne peut s'empêcher d'être attirée par le mystère du voile. J'ai été témoin de ses étranges effets, de la façon dont il déforme le temps et l'espace, des murmures d'énergie qui semblent émaner de son cœur. Peut-être, j'ose le penser, y a-t-il plus dans l'obsession de mon père que de la folie? Parmi les ceinturiens étaient le sang des colonies, les mains invisibles qui faisaient tourner les roues de l'industrie. Ils travaillaient dans l'obscurité des ceintures d'astéroïdes, extrayant de précieuses ressources pour la planète centrale, leur vie étant une lutte constante contre des conditions difficiles et l'indifférence de la société.
Pour les habitants des planètes intérieures, ils n'étaient guère plus que des outils, remplaçables et facilement oubliables. Laura, au cours de ses expéditions de recherche, avait passé des mois à vivre parmi les ceinturiens. Elle avait partagé leurs maigres repas, écouté leurs récits de difficultés et de résilience, et avait été témoin de la cruauté dont ils étaient victimes de la part des corporations qui contrôlaient leur vie. Ces expériences avaient laissé une marque indélébile dans son âme, alimentant son désir de lutter pour une société plus juste et plus équitable. Elle voyait des parallèles entre les ceinturiens et l'ordre de Saint-Exil. Les deux étaient ostracisés, certes, pour des raisons différentes. Eux aussi, leur contribution a été négligée et sous-estimée. Les deux ont existé dans l'ombre des puissants portant le poids de la connaissance et de la responsabilité sans reconnaissance ni compensation. C'était un lien qui résonnait profondément en Laura, renforçant sa détermination à donner une voix aux sans-voix. Les ceinturiens possédaient une compréhension unique du voile. Ils le voyaient comme une entité maléfique, une cicatrice cosmique qui marquait la galaxie de sa douleur. Ils murmuraient des histoires de navires perdus dans ses profondeurs, de mineurs rendus fous par ces murmures, du temps qui se plie et de la réalité qui se fracture à ses frontières. Leurs histoires, considérées comme des superstitions par les mondes centraux, avaient un accent de vérité que Laura ne pouvait ignorer. I bet you didn't know the true horrors of the incursion. Je parie que tu ne connais pas la vraie horreur des incursions. Les échos des incursions passées. Les incursions avaient été un chapitre sombre de l'histoire du système, une série de conflits dévastateurs qui avaient brisé la paix fragile que l'ordre et le consensus avaient su maintenir 300 ans durant. C'était un déchaînement de violence, alimenté par des divergences idéologiques, des conflits territoriaux et une soif insatiable de pouvoir. Des villes et des colonies entières ont été ravagées, des milliers de civils massacrés et des milliards de personnes sans abri sur différents mondes de l'Union des planètes de la ceinture. Aaron, dans ses recherches méticuleuses dans les archives de l'ordre, avait reconstitué une image fragmentée mais terrifiante des incursions. Cependant, il avait lu des récits de légendes sur d'anciennes batailles, menées avec des armes d'une puissance inimaginable, de planètes déchirées et du tissu même de l'espace-temps mis en pièces. Le voile, selon ces textes, serait le sous-produit d'événements cataclysmiques, bien antérieurs. Quelque chose datant des anciens. Une cicatrice cosmique laissée par le déchaînement d'énergies inimaginables. L'ordre, pendant la 5e incursion, était resté ferme dans sa neutralité. Ils avaient documenté les horreurs, enregistré les noms des disparus et préservé les histoires d'un système en feu. Leurs archives contenaient des témoignages de survivants, des journaux de bataille détaillés et des descriptions effrayantes des armes qui avaient remodelé la nature même de la réalité. Ces documents, pensait Aaron, détenaient la clé de la compréhension du voile. Il voyait un lien entre les événements des incursions et les étranges propriétés du voile, un lien entre les énergies déchaînées de la guerre et le phénomène cosmique qui hantait la galaxie. Ses recherches le consumaient, le poussant à explorer plus profondément les archives de l'ordre, à la recherche de réponses à des questions qui le hantaient depuis son enfance. Am I the only one that didn't know the true terror of the unknown? 9e partie. Un univers d'inconnus. L'immensité de l'espace, autrefois source d'émerveillement et d'inspiration, remplissait désormais Aaron d'un profond malaise. L'étendue infinie des étoiles, autrefois un témoignage de la grandeur de l'univers, lui apparaissait désormais comme un vide froid et indifférent. Il se sentait totalement insignifiant, un grain de poussière à la dérive dans une mer d'indifférence cosmique.
Les enseignements de l'ordre, autrefois source de réconfort et de conseil, semblaient désormais cruellement inadéquats face à l'inconnu. Leur doctrine d'observation et de non-ingérence sonnait creux face au pouvoir brut du voile. À quoi servait la connaissance, se demanda Aaron, si elle ne pouvait pas les protéger des forces qui façonnaient le tissu même de la réalité? Il se surprit à remettre en question tout ce en quoi il avait toujours cru. L'histoire qu'il avait étudiée avec tant d'assiduité, les schémas qu'il avait décelés, les fondements même de sa compréhension de l'univers, tout semblait s'effondrer face à l'énigme du voile. C'était une expérience d'humilité, un rappel brutal des limites de la compréhension humaine. Le voile, pour Aaron, représentait l'inconnu ultime. C'était une tache blanche sur la carte du savoir humain, un vide qui menaçait d'engloutir tout ce qui lui était cher. Pourtant, au milieu de la peur et de l'incertitude, il ressentait une lueur d'excitation, une étincelle de l'esprit d'exploration, car face à l'inconnu, il y avait aussi le potentiel de découverte, de repousser les limites de la compréhension humaine et de s'aventurer dans des domaines jamais imaginés auparavant. Everybody is looking for the edge of the universe. 10e partie, au-delà du seuil. Alors que le vaisseau approchait du bord extérieur du voile, l'univers autour d'eux sembla se déformer. Les étoiles s'étiraient en longues traînées de lumière, leurs couleurs changeant et se brouillant. Le temps lui-même semblait se déformer, les secondes s'étirant en minutes et les minutes en ce qui ressemblait à des heures. Le vaisseau tremblait sous la tension, sa coque gémissant de protestation alors qu'il poussait contre le tissu de la réalité. Laura, surveillant les capteurs, observait avec admiration et appréhension les relevés grimper de manière erratique. Les relevés d'énergie du voile étaient hors normes, fluctuant sauvagement comme une symphonie chaotique. C'était comme regarder au cœur d'une tempête, un maelstrom de puissance cosmique brute qui menaçait de déchirer leur réalité. Borek, les yeux brillants d'une intensité fiévreuse, dirigea le vaisseau plus près du vortex tourbillonnant du voile. Il semblait inconscient du danger, complètement consumé par son obsession. Le voile, pour lui, était l'aboutissement du travail de sa vie, la réponse à toutes les questions qu'il s'était posées sur l'univers. Aaron, serrant son journal contre lui, ressentit une vague de terreur et d'exaltation. Le monde autour de lui se dissolvait en un kaléidoscope de lumière et d'énergie. Mais au-delà de la peur, il ressentait un étrange sentiment de paix. C'était comme si, face à une puissance aussi écrasante, toutes ses angoisses et ses incertitudes se fondaient. Il était le témoin de quelque chose de vraiment extraordinaire, un moment qui transcendait les limites du langage et de la compréhension.